Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. C'est parti pour une nouvelle édition d'informations sur Géopolis Télévision. Mais avant les titres. 3 jours après sa nomination par le président de la République, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu prend officiellement le bâton de commandement. Il a dit tout son engagement à restaurer la paix dans cette province meurtrie par les affres de la guerre. Et puis, transformation numérique dans le monde et en RDC, une nouvelle ASBEL vient de voir le jour pour accompagner cette mutation. Il s'agit de la Société de promotion du numérique. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Comme je le disais en l'entame, il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition avec cette information initialement prévue pour jeudi 30 janvier, le sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, s'est tenu enfin ce vendredi. Le sommet s'est concentré sur la résolution de la situation sécuritaire actuelle dans la région orientale de la République démocratique du Congo. La SADC est particulièrement préoccupée par la détérioration de la sécurité qui affecte le Grand Lac, mais aussi la région de la SADC. Patrick Ilunga. Il intervient à un moment où la violence et les conflits s'intensifient dans l'est de la RDC, qui est devenue une source importante d'instabilité régionale. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères Amon Rura a souligné l'importance de s'attaquer à ce problème pour préserver le développement économique de la région. Toute instabilité dans la SADC est un affront aux efforts de développement économique dans la région, a-t-il déclaré. Le sommet extraordinaire est un rassemblement crucial pour les chefs d'État et de gouvernement de tous les pays de la SADC pour discuter et prendre des décisions sur les efforts de paix dans l'est de la RDC, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe. La réunion extraordinaire a été préparée à plein régime par l'équipe zimbabwéenne autour du président, le docteur Emerson Mnangagwa, qui a dirigé les discussions sur le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région. Les sommets a ouvert aux dirigeants l'occasion d'évaluer la situation en RDC et de prendre des décisions cruciales concernant les missions de maintien de la paix et les prochaines étapes pour résoudre le conflit. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères a fait référence à cette récente déclaration du président Mnangagwa dans laquelle il a condamné la violence à RDC et a exhorté la SADC à prendre des mesures décisives. Les présidents des pays de la SADC entendent prendre des résolutions qui mèneront à des actions concrètes en faveur de la paix en RDC. Pour rétablir la paix en RDC, la SADC a déployé en décembre 2023 une mission de plus de 3000 hommes composée des contingents de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. L'escalade actuelle de la guerre au nord et sud Kivu a coûté la vie à 14 soldats de cette mission, dont 11 sud-africains. Et en interne, le général-major Évariste Kakule Somo, nommé par ordonnance présidentielle, a pris officiellement ses fonctions de gouverneur de la province du Nord Kivu ce vendredi 31 janvier 2025 à Beni, comme je l'ai dit dans l'entame de ce journal, en remplacement du gouverneur militaire Peter Chirimwami, assassiné par les snipers rwandais selon l'armée. Cette nouvelle autorité provinciale promet son installation rapide à Goma, tout en appelant les militaires à ne pas céder au désespoir. Le général-major Évariste Kakule Somo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Nord Kivu lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 31 janvier 2025 à Beni au Nord Kivu. Devant des officiers militaires et autorités des entités décentralisées, le nouveau gouverneur en a profité pour annoncer les déplacements temporaires du chef-lieu de la province de Goma à Beni. Me confiant les fonctions de gouverneur de province, une confiance de mission
pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Et c'est la suite à l'occupation de la ville de Goma par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Profitant de l'occasion, le commissaire supérieur principal Jacques Nyofondo, maire de Beni, a appelé la population à accompagner le nouveau gouverneur à la recherche de la paix. Car selon lui, c'est le seul moyen pour bouter hors d'état de nuire les ennemis de la République. Signalons que le nouveau gouverneur s'installe à Beni dans un contexte particulier. D'un côté, l'avancée des rebelles du M23 dans les territoires de Lubero et de l'autre, l'intensification des attaques des rebelles ADF dans les territoires de Beni et Lubero. Le général-major Évariste Somo remplace le général-major Peter Sirimwami, mort après être blessé au front contre le M23 à Sake, près de Goma. Et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Toujours dans ce registre de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans la soirée du jeudi 30 janvier, la première ministre Judith Suminwa a dirigé une réunion avec son gouvernement. Objectif, faire le point sur les recommandations du chef de l'État énoncées dans son récente adresse à la nation. Lors de cette rencontre stratégique, l'équipe gouvernementale a abordé des mesures urgentes à mettre en place pour soutenir l'effort de la guerre, en particulier face à la situation complexe de l'agression rwandaise via le M23. Lors de la réunion tenue dans la soirée du jeudi 30 janvier sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa, les membres du gouvernement ont élaboré de stratégies pour venir en aide à la population du Nord Kivu et renforcer le soutien aux forces armées congolaises en cette période de crise. Patrick Mouyaya a rappelé que le chef de l'État avait souligné l'importance de défendre la patrie tout en garantissant un soutien humanitaire crucial. Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et l'appui nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi au FARDC. Les porte-paroles du gouvernement a également mis l'accent sur la nécessité de mobiliser l'ensemble de la population pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Il a insisté sur l'importance de l'unité nationale face à cette agression. Il y avait aussi la question elle-même de la mobilisation, parce que le président de la République a parlé de la nécessité pour tous les Congolais de se rassembler pour défendre notre dignité et notre intégrité du territoire. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Afin de contribuer efficacement à l'effort de guerre, le gouvernement a décidé de réduire les dépenses des institutions publiques et de leurs responsables. Parallèlement, les entreprises publiques seront invitées à adopter des mesures similaires. Le président de la République dit qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. À la fin de la réunion, les membres du gouvernement ont réaffirmé leur soutien total à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi et ont insisté sur la nécessité pour chaque Congolais de faire preuve de la solidarité en ces temps difficiles. Et puis, dans le cadre de la campagne Don de sang pour nos héros, initiée par le ministre de la Santé, la chef du gouvernement central, Judith Suminwa Tuluka, et la première ministre et la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont fait don de leur sang ce jeudi pour soigner les militaires et les civils blessés lors des combats contre l'agression menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans la partie est de la RDC. Témoin de l'événement, Domoma Giscard Tamba.
C'est jeudi 30 janvier, l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa a accueilli des personnalités de premier plan, dont la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, et la première ministre, Judith Suminwa. Elles ne sont pas venues pour participer à une session parlementaire, mais pour répondre à l'appel du ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, qui venait de lancer une campagne de collecte de sang en faveur des militaires des FARDC, des Wazalendo et des civils blessés à Goma et dans ses environs. Les deux figures de l'État ont symboliquement donné leur sang, marquant ainsi leur solidarité avec les victimes des violences. Le ministre de la Santé, qui a également fait don de son sang, a réitéré lors de son échange avec la presse présente à la cérémonie sa condamnation de l'agression rwandaise contre la RDC. Il a également souligné que cette collecte faisait partie des efforts continus de son ministère pour soutenir les populations affectées par la guerre. Donc on a énormément de blessures et les capacités de nos structures de soins sont en train d'être dépassées. Alors, bien entendu, on peut se plaindre, mais on peut aussi agir. Donc au ministère de la Santé, nous avons décidé d'agir. Et agir pour nos frères, là, c'est de dire de quoi ils ont besoin. Un des besoins fondamentaux qu'ils ont, c'est le besoin en sang. De nombreux citoyens qui ont spontanément répondu à l'appel, tout comme les figures évoluant dans le secteur médical, ont eux aussi donné leur sang et ont invité leurs compatriotes à en faire de même. On est venu répondre à cet appel du ministre de son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, pour faire ce don de sang. Tu peux te donner ma sang et tout. Bon, là, on peut ça maquiller pour na, on peut ça bande qu'on a vu sur na Esther, parce que bande qu'on a vu sur bateau kufa, maquiller zaté, en gros on peut ça pour que bâtiment d'abord maquiller et sur la bango. Les besoins en sang est estimé à 5000 litres pour répondre aux urgences sanitaires. Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large d'assistance humanitaire et d'autres centres de collecte seront ouverts à Kinshasa et à travers la RDC. Le ministre de la Santé, la première ministre ainsi que la première dame ont tous encouragé la population à se mobiliser pour cette noble cause. Et puis, cette information en bref, l'armée ougandaise réagit à la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Cette armée a fait savoir qu'elle adoptera une posture défensive dans sa zone d'opération jusqu'à ce que la crise soit passée et que la normalisation soit rétablie. L'objectif de cette mesure sera de dissuader et d'empêcher les nombreux autres groupes armés négatifs opérant dans l'est de la RDC d'exploiter la situation et de protéger et sécuriser les intérêts de l'Ouganda, lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Géopolis Télévision. Depuis 2021, l'armée ougandaise et celle de la RDC sont en opération conjointe contre les ZDF en Ituri et dans une partie de la province du Nord Kivu. Et dans le front médiatique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication monte un tout petit peu d'un cran en rappelant aux médias les règles strictes à suivre lorsqu'ils traitent de la guerre. À l'est du pays, il est interdit de diffuser des informations sans source officielle, de donner la parole aux groupes rebelles ou de débattre des opérations militaires dont sont la présence d'experts, autant de mesures imposées sous peine de sanctions. Cet encadrement vise à éviter la désinformation. Gigi Nende. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a publié un communiqué le 30 janvier pour rappeler aux médias les règles qu'ils doivent respecter lorsqu'ils traitent de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Selon le président du CESAC, les journalistes ne doivent pas évoquer la guerre sans consulter les sources officielles. Cela signifie qu'ils doivent vérifier les informations auprès du gouvernement ou des autorités compétentes avant de les diffuser. Cette règle vise à éviter la propagation de fausses informations ou de rumeurs qui pourraient aggraver la situation. Dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait de sources référentielles officielles, je vais le fermer sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Le communiqué interdit également aux médias de donner la parole aux groupes rebelles car leur accorder du temps d'antenne pourrait être perçu comme une manière de leur accorder de l'importance ou de justifier leurs actions. Et aussi, nous avons décidé
de ne plus accorder la parole au M23, aux supplétifs du M23, même aux Rwandais. Donc le média qui va dans son traitement d'information accorder la parole à ces gens-là ou essayer de justifier la prise d'un territoire ou un autre territoire, ou je ne sais pas moi, une ville encore, qui n'ont pas encore jusque-là pris des villes, on sera obligé forcément de couper ces médias-là. Le CESAC interdit par ailleurs les débats sur les opérations militaires de forces armées congolaises sans la présence d'un expert militaire. De plus, les émissions où les auditeurs peuvent appeler pour donner leur avis sur ces opérations ne sont pas autorisées. L'objectif est d'éviter la propagation de fausses informations et de protéger les stratégies militaires du pays. Et la police nationale congolaise invite les Kinois à vaquer librement à leurs occupations. Cet appel intervient après 2 journées timides marquées par des manifestations pacifiques, lesquelles à certains endroits ont dérapé, donnant lieu à des scènes de pillage et de vandalisme. Les Kinois étaient descendus dans les rues pour protester contre l'attaque contre la ville de Goma par le Rwanda et le M23. Patience Lokeke. Après la manifestation de mardi qui a donné lieu à des scènes de pillage et quelques manifestations dispersées, les jours suivants, 2 étudiantes à Lista et à Lunikin, toutes les manifestations ont été annulées dans toute la ville. Le calme est désormais revenu. Les commissaires divisionnaires adjoints invitent ainsi la population à reprendre ses activités quotidiennes comme auparavant. L'important, c'est dire à la population de vaquer librement à ses occupations et que l'ordre et la tranquillité publique est rétabli dans la ville. La police avait encadré le manifestant en colère et aucun décès n'a été déploré. Cependant, quelques dégâts matériels ont été regrettablement constatés lors de cette manifestation initialement prévue pour être pacifique. Parmi les victimes de ces actes de violence figurent le siège de certaines représentations diplomatiques, dont celle de la France, du Rwanda et de l'Ouganda. Un supermarché situé sur l'avenue Colonel Mondiba, dont la commune de Ngalema, a également été pillée. Nous revenons de faire le 2e tour de la capitale. La ronde montre que les activités ont commencé timidement le matin et maintenant il est 12 heures. Presque toutes les portes des magasins, des alimentations, des banques, presque toutes les portes sont ouvertes. Le commissaire provincial de la police demande à la population kinoise d'évacuer librement à ses occupations, la paix et la tranquillité publique ayant été rétablies. Autre chose dans ce journal, comment faire face aux défis du numérique en RDC, comment réduire l'écart qu'impose la fracture numérique dans l'évolution technologique et économique du pays face à la transformation digitale en cours dans le monde et en RDC. Une ASBEL se propose d'être la plateforme pour cette transformation. La société de promotion du numérique a été officiellement lancée ce jeudi à Kinshasa. Cette structure atypique ambitionne de développer des logiciels et des produits spécifiques afin de résoudre les problèmes locaux du secteur numérique. José Junior Owawa et Eli Kabea. Pour sa sortie officielle, la société de promotion du numérique fait appel aux plus grands experts du domaine pour la consécration de la structure. Réunis dans cette somptueuse salle de conférence de la paroisse Sainte-Anne de la Gombe à Kinshasa, ce spécialiste du numérique défile à tour de rôle pour expliquer le bien fondé de cette structure qui se veut le catalyseur de la transformation digitale en RDC. L'une des têtes pensantes de l'organisation, Distingue KMB, égrène les avantages du monde virtuel et le défi lié à son adaptation dans une RDC plus que jamais fracturée numériquement. Du réel au virtuel. On regarde les avantages que le monde virtuel donne aujourd'hui et on essaie d'avancer pour adapter les défis qui sont dans le réel, mais en vrai c'est du virtuel au réel. Dans son discours du lancement des activités de son ASBEL, le président de la SPN, William Albert Kalingaï, se veut rassurant. La numérisation ne doit pas créer de nouvelles fractures dans notre société, mais au contraire, elle doit être l'outil qui nous unit, qui nous permet de surmonter les divisions et de construire un avenir commun.
Je nous invite donc, chers amis, à croire à notre capacité à transformer notre pays. La fin à l'avenir de la RDC est notre plus grande force. Ensemble, nous pouvons bâtir une société numérique qui soit inclusive, équitable et prospère. Pour le président de la RTPC, Christian Katende, la SPN qui est une aubaine pour l'inclusion numérique en RDC, il ouvre largement ses portes pour une coopération entre les deux parties. En tant que régulateur, la RTPC est heureuse d'encourager cette initiative qui vise à promouvoir le numérique comme levier de développement économique, d'intégration pour notre pays. Nous croyons fermement que le numérique est un vecteur essentiel pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, dynamiser notre économie et renforcer notre compétitivité sur la scène internationale, d'autant plus qu'il est davantage et férocement une nécessité de ne pas être en reste de son développement, au vu de ces nouveaux produits que sont la 5G, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le Big Data et plein d'autres technologies encore. À peine lancée, l'ASBEL sait déjà l'administration fiscale du pays, notamment pour la simplification des procédures, la traçabilité dans les opérations de recouvrement et surtout dans la mobilisation de recettes de l'État. La société de promotion du numérique est une société qui est la bienvenue au Congo parce que le terrain est vide. Ils doivent faire des efforts, travailler, nous booster, nous pousser à aller vers le numérique pour pouvoir faciliter les procédés, pour pouvoir donner la rapidité d'accès à des informations. Grâce à sa méthodologie innovante et efficace, l'ASBEL s'engage d'assurer l'information de ses partenaires sur l'importance du numérique, à développer les compétences essentielles en la matière à travers de programmes adaptés et à développer également des logiciels et de produits spécifiques pour la résolution de problèmes locaux et à défendre les intérêts du secteur numérique auprès des décideurs. Cette séance de questions-réponses aura-t-elle permis à l'assistance d'en savoir un peu plus sur la recette SPN qui promet de tenir ses engagements? Et voilà, on va prendre maintenant la page internationale. La Banque centrale du Ghana a mis en place depuis quelques années un programme national d'achat d'or visant à soutenir les réserves de change. Cette politique a entraîné une hausse significative des réserves d'or pour le premier producteur africain de métal jaune. Blessed Kouzola pour le détail. Les réserves d'or de la Bank of Ghana ont atteint 30,5 tonnes d'or à fin 2024 contre 19,5 tonnes d'or un an plus tôt. Depuis 2023, toutes les compagnies minières participent au programme en vendant 20% de leur production d'or à la Banque centrale en monnaie locale. Les autorités utilisent des lingots d'or ensuite pour payer certaines charges de l'État comme les achats des carburants, avait indiqué fin 2022 le vice-président de l'époque, Mahamoudou Baoumia. Cela a permis de préserver les réserves de change du pays qui ont ainsi fortement augmenté en 2024. Les réserves brutes internationales ont atteint 8,98 milliards de dollars à fin 2024, couvrant 4 mois d'importation contre 5,92 milliards de dollars couvrant 2,7 mois d'importation à fin 2023. Il faut souligner que les achats d'or pour soutenir les réserves de change ne sont pas une stratégie exclusive au Ghana. D'autres producteurs africains d'or y ont recours comme la Tanzanie ou le Nigeria. Les projections estiment que les stocks mondiaux officiels atteindront 38 300 tonnes d'ici 2026, un niveau inédit depuis 1965 et qui vise notamment à réduire la dépendance au dollar en diversifiant les moyens de paiement. Toujours dans la page internationale, en Afrique, le riz est la deuxième céréale la plus cultivée et la troisième la plus consommée après le maïs et le blé. Malgré de nombreuses initiatives entreprises aux échelles nationales et régionales, la production au niveau local peine encore à suivre la croissance de la demande. Une fois de plus, Blessed Kouzola.
En Afrique, la dépendance au riz importé devrait augmenter sur la prochaine décennie. Le continent devrait compter pour 41% des achats mondiaux de la céréale, soit plus de 26 millions de tonnes de la graminée d'ici la fin de la dite période. Actuellement, la part de la région dans les importations mondiales est de 32%, avec environ 17 millions de tonnes de riz importés annuellement. Cette prévision est à mettre en lien avec l'augmentation de la consommation de riz par tête qui devait afficher le continent africain. En effet, un Africain consommera annuellement d'ici 2033 28,5 kg de la céréale contre 25,1 kg en 2023, soit un taux d'accroissement moyen de 0,79% sur la période. De l'autre côté, la population de la région devait continuer de croître et atteindre d'ici 2030 1,69 milliard de personnes. Ces deux facteurs devraient contribuer à mettre sous pression les filières locales qui n'arrivent pas encore à suivre la demande, ce qui, in fine, ravivera les recours au marché international pour la satisfaction de besoins. Dans la région ouest africaine, principal bassin de production et de consommation de la céréale, c'est le Nigeria qui continuera à dominer les achats internationaux. Si les prévisions de l'OCDE et FAO pronostiquent l'importance que prendra le riz importé dans les assiettes des consommateurs africains, plusieurs analystes estiment en revanche que rien n'est écrit. En effet, au Nigeria, les données du ministère de l'Agriculture indiquent qu'il y a un potentiel d'environ 4,2 millions d'hectares de terres rizicoles cultivables. Du côté du Sénégal, le département américain de l'agriculture estime que le potentiel hydro-agricole a près de 240 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal avec des rendements variant entre 5 et 7 tonnes par hectare contre 2 tonnes dans les zones pluviales. De même, au Mali, les superficies propices à l'irrigation sont estimées à près de 2,2 millions d'hectares avec seulement 36% de ces potentiels qui est exploité. Stockage, transformation, engrais, semences, la course contre la montre est lancée. Oui, c'est avec cet élément que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les différents titres. 3 jours après sa nomination par le président de la République, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu prend officiellement le bâton de commandement ce vendredi 31 janvier 2025. Il a dit tout son engagement à restaurer la paix dans la province. Et puis au-delà de nos frontières, transformation numérique dans le monde. Et en RDC, une nouvelle ASBEL vient de voir le jour pour accompagner cette mutation. Il s'agit de la Société de promotion du numérique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez-nous à 23h, à 2h, puis à 7h de samedi. Quant à nous, nous vous disons à très prochainement.